Frédéric Becbédé, La frivolité est une affaire sérieuse aux éditions de l'Observatoire. 99 essais, vous écrivez depuis 34 ans dans les journaux. La vache. Dans ce nouveau livre, vous publiez vos chroniques journalistiques, radio, presse écrite, mais aussi les textes inédits retrouvés dans votre cave au Pays Basque où vous vivez maintenant, parce que vous êtes un apôtre de la déconnexion. Et ça vous va bien, vous avez un beau teint, Frédéric Merci. Becbédé. Oui, je pense que on va beaucoup mieux quand on arrête d'être dans cette course à l'insatisfaction numérique. J'en avais un peu marre de voir tout le temps des gens qui ont des vies beaucoup plus intéressantes que la mienne, des jolies femmes que je ne rencontrerai jamais, etc. Je fais partie d'un jury qui est le prix Renaudot. On vient de décerner le prix spécial du jury à Philippe Lançon aussi, ce livre extraordinaire sur l'attentat du 7 janvier à Charlie Hebdo. Et le point commun entre les deux livres, je trouve, c'est l'absence de revanche, l'absence... la colère se transforme en paix, en fait. Et tout ce que demandent ces gens, et ce qu'on demande tous, parce qu'on est tous touchés, c'est à rester comme avant et à vivre pareil. En fait, arriver à s'en foutre. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas complètement s'en foutre et être indifférent. C'est pour ça que vous dites que la frivolité est une affaire sérieuse. Parce qu'on pourrait croire que c'est le Frédéric Becbédé désinvolte quand on vous entend à la radio, vous jouez le mec qui rentre de soirée, alors que chez vous, tout est grave, tout est triste. C'est pas forcément triste, mais il y a je me demandais comment classer tous ces essais. Et 2015, c'est une vraie coupure, pas seulement pour les gens qui étaient là au Bataclan, c'est vraiment eux qui étaient en première ligne. Ce sont des anciens combattants. C'est un vétéran d'une guerre, en fait, cette femme. Mais les autres aussi, on a tous été frappés, parce que je décrivais pendant des années et des années un mode de vie qui consiste à s'en foutre de tout, sortir, boire des coups, faire la teuf, aller sur des terrasses, regarder les jolies filles qui passent, voilà, ou aller à des concerts de rock en déconnant. Et finalement, cette futilité, elle a été attaquée, et ce mode de vie devient un combat aujourd'hui. C'est ça qui est, je trouve, assez frappant. C'est pas exprès. Je voulais pas. C'est comme ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un homme engagé sans le savoir. Vous parlez de Wolinski, qui vous a fait un dessin dans ce livre. On rend hommage à sa fille Elsa, qui nous regarde souvent. La question que j'ai envie de vous poser, c'est vous êtes tous les deux pères de famille. Comment vous avez annoncé ça à vos enfants, Charlie, le 13 novembre? Comment vous avez fait, vous, en tant que papa? J'avais eu ce problème avant, parce que j'ai écrit un livre sur le 11 septembre 2001, et donc à l'époque, ma fille était toute petite, et c'était difficile d'avoir à expliquer l'existence d'une telle haine, d'une telle violence à un enfant. Je me souviens plus très bien comment je lui ai expliqué, mais elle a vu les images des avions dans les tours, et je pense qu'elle a imaginé que c'était des effets spéciaux et du cinéma au début, puis après, on s'est parlé. Mais oui, je voudrais juste dire un truc sur ce qui a été montré. Le dessin, Riyad Satouf est super. Mais moi, je pense qu'il faut se moquer des dieux. C'est très, très sain, le blasphème. Et je trouve que, voilà, on doit pouvoir avoir cette liberté-là sans se faire tuer. Didier ? On parle du 13 novembre, on est bien d'accord? Ouais. Et moi, en fait, moi, mes fils sont assez grands pour qu'on leur en parle à l'école et qu'ils aient la lecture de la résonance de tout ça. Et en fait, j'ai juste lu donc, on leur avait demandé de réagir à ça par écrit, surtout aux plus grands. Et en fait, j'ai lu ce qu'il avait écrit, qui était assez... c'est très naïf, mais en même temps très clairvoyant, donc, et ça exprimait une peur. Il écrivait quoi comme mot? Quant à te dire exactement l'heure d'aujourd'hui, mais c'était juste... moi, mon grand, c'est insensible, hein, donc du coup... comme le papa? Ouais, mais non, voilà, donc... donc voilà, non, mais c'était très... c'est assez juste, en fait, c'était assez juste... même avec l'info, comme lui la traite, malgré son âge et tout ça, c'est assez juste. Et puis c'était très... on sent que il va y avoir quelque chose de récurrent qui va traîner, quoi. Voilà, c'était ça. Mais les miens étaient déjà assez grands pour réagir là-dessus. Et puis, comme moi, je suis quelqu'un... disons que la mauvaise foi est un muscle chez moi, donc ils ont l'habitude de ça. Tout est fini en traitement un peu rigolade, machin. Donc le reste, je le garde pour moi. Vous avez senti un flip chez eux?
Ouais, quand même, quand même. C'est-à-dire qu'on est entré dans un monde où si tu vas dans une discothèque pour boire de la vodka, tu peux en mourir. C'est quand même assez drôle. Déjà parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, d'une part. C'est un lien avec votre départ de Paris? Un peu. Disons que tout ça s'est additionné. Il y avait la pollution, les particules fines, aussi d'avoir 2 bébés dans une ville, où c'est pas très pratique pour les enfants. Et donc tout ça fait que, on a déménagé au bord de la mer. J'ai eu ce même truc aussi quand je suis allé à Tel Aviv, et quand tu arrives dans une disco où on te dit il y a 3 pistes de danse et on te dit oui. Tu te demandes, mais pourquoi on est tous tassés comme ça les uns les autres parce qu'un mec s'est fait péter 2 semaines avant et on ne connaissait pas vraiment ça ici. Enfin, et la caricature, le geste qui consiste quand même à faire de la satire, je veux dire. Mais dans tout ce qu'on dit aujourd'hui, les paroles des chansons de NTM, mes bouquins, c'est de la satire. C'est-à-dire qu'on dit des choses politiques, violentes, avec le sourire ou pas d'ailleurs, mais avec une certaine forme artistique pour que ce soit spectaculaire ou pas chiant. Mais j'aimerais justement qu'on vous regarde dans un texte qui est dans ce livre. C'était face au président Emmanuel Macron. C'était entre les 2 tours. Vous étiez sur France Inter à 8h55 et un matin de mai 2017, vous l'avez traité de Tony Montana dans le plus grand des calmes. Inestimable de te conserver. Hier soir, je vous ai trouvé étonnamment calme par rapport à votre état lors de votre dernier meeting à Paris. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Oui, alors, pourrais-je avoir l'adresse de votre dealer, s'il vous plaît? Honnêtement, je ne consomme pas, tout ça est naturel. Vous avez été d'une patience héroïque. Comment avez-vous fait? Alors, j'ai ma petite idée. Je pense que vous avez en vous un spa intégré. Une sorte de flûte de pan permanente dans votre tête. Vous méditiez hier soir intérieurement en pensant aux règles du judo. Dimanche, tu pourras être ainsi. C'est notre projet. Tony Montana sort de ce corps. Mais pour l'instant, hier soir, il fallait tenir bon, respirer, encaisser les vilainies de la dame énervée qui sourit. Bon, Tony Montana, 2 ans après, enfin 1 an et demi après, il a un coup de fatigue, il allait se reposer au Touquet. Mais cette semaine, il a été interpellé au sujet du prix du carburant par un citoyen devant les caméras. J'ai eu peur, interpellé. Moi, tu vois. Je me suis dit, l'interpellé, on le garde à vue. Non, pas du tout. Non, ça va. Il y a un truc que j'ai Vous loupé ce inquiétez matin. pas, on parle du président, on parle pas de votre quotidien. Il a répondu. Si tu continues comme ça, moi je me barre en fait. On est aux limites de la délation là. Tout le monde n'est pas au courant. Non, c'est pas de la délation, vous avez été arrêté. Le président a répondu, le carburant, c'est pas Bibi. Donc on est dans. C'est pas quoi? C'est pas Bibi. Oui, c'est vrai qu'il a... Ah mais il a vraiment une petite flûte de pan dans la tête, comme le dit aussi. Ah ouais, il est chaud quand même. Il est chaud le poteau. Vous le trouvez comment, le président, 1 an et demi après? Entre ce moment-là où il était triomphant, Tony Montana... Enfin, la dernière fois, c'était mardi, il y a plus d'1 mois, là, quand les retraités descendent dans la rue, que tu vois les pancartes, ta vieille et pas les vieux... Ça commence à devenir tendu, tout ça, quand même. Donc voilà, en fait, la vraie question, c'est même pas à nous qu'il faut la poser, c'est en bas, quoi. À savoir, les gens... Je pense qu'on est dans un pays où, quand même, il n'y a pas que dans ce pays, on vote à l'affect, en fait, plus que pour le reste, réellement, quoi. Ouais, plus que pour et puis les promesses présidentielles, putain, on sait ce que c'est à force, bordel. Donc c'est pour ça... Il a été bon pour conquérir, il a été assez la conquête, elle est belle. malin pour prendre le pouvoir. Et puis, je crois qu'il s'attendait à ce que ce soit plus facile, il me semble. Hein. Il y a des phrases que j'ai aimées. Une c'est gentil. Qui est dingue sur l'époque, extrait du texte, une romantique apocalypse, et ça va vous parler à tous les deux. Dire je t'aime est plus porno que participer à un gangbang. Oui, c'est plus difficile aussi. Enfin, ça aurait pu être du Joey. Oui. Pardon? Ça aurait pu être une phrase de Joey Starr. Et moi, j'ai envie de te dire que quand tu connais l'animal un peu, ouais, je comprends ce qu'il veut dire par là, en fait. Ouais. On a tourné un film très romantique ensemble, L'amour dure 3 ans. Et donc, j'ai fait refaire beaucoup de prises. Non, arrête de beaucoup, d'abord. La scène de galochage avec le surfeur. Vous avez pris du plaisir à voir Joey Starr galoche un autre mec? C'est-à-dire que la première prise... Non, mais il l'a fait. Non, mais c'est là que c'est un vrai... Oh mon Dieu, on est dimanche, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un grand comédien, parce
parce qu'il l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, mais quand même à un moment, il s'est tourné vers moi, il m'a dit bon bah, si tu veux. maintenant tu l'as quoi. C'est En bon, fait, c'est c'était dans la pas que boîte. ça. J'aimerais qu'on parle d'une personne que vous avez croisée tous les deux. Moi, il y a un texte que j'ai beaucoup aimé, c'est La solitude des sommets. Vous parlez notamment de Heath Ledger, l'acteur qui a incarné le Joker dans le Batman de Christopher Nolan et qui est décédé. Vous avez croisé tous les deux Françoise Sagan, qui aurait pu figurer dans ce texte, qui s'appelle La solitude des sommets. À quel moment vous l'avez rencontré tous les deux? Moi, c'est par le truchement de Gérald Nanty, un ami également qui n'est plus là, et qui avait fait un dîner chez lui. Et comme c'était mon idole absolue, j'avais très envie de la rencontrer. Bon, elle était en fauteuil roulant, c'était pas la grande forme. Mais quand même, elle avait cette espèce de fraîcheur. En fait, j'avais l'impression que c'était une fille de 17 ans coincée dans le corps d'une vieille dame et qui ne faisait que des blagues et des jeux de mots. Elle fumait des cools, elle disait je fume des cools molles. Quelque chose que peut-être Didier aurait pu aussi prononcer. Mais je ne me tourne plus vers lui parce que ça l'énerve. En ce moment, beaucoup d'écrivains font l'éloge de la paresse. C'est la vie sans réveil pour contempler le ciel. C'est ce que vous dites dans votre livre. Et vous consacrez d'ailleurs un chapitre. Je pense que ce serait un bon moyen de sauver la planète aussi. C'est ça qui est. C'est peut-être écologique, c'est peut-être une démarche. On joint l'utile à l'agréable. C'est pour ça. Le futile à l'agréable. Oui. Et vous consacrez un chapitre à Jean d'Ormesson, décédé l'année dernière, qui lui aussi a donné sa définition de la paresse. C'était en 1969. La paresse, c'est merveilleux parce que on abandonne les choses, n'est-ce pas? On abandonne le monde. C'est le sommeil dans la conscience, dites-vous. Voilà, mais en s'en rendant compte. Moi, je crois que c'est quelque chose d'exquis de se dire qu'on a à écrire une lettre à des amis ou qu'on a un travail à faire et de ne pas le faire en disant qu'on préfère volontairement laisser les choses se faire toutes seules ou bien peut-être par les autres. Oui. Regardez ce qu'il y a brodé sur ma chemise. I love you, Jando. Non, mais on sait que t'es un bon élève, il n'y a pas de souci. Tu en as le faciès. Mais bien sûr, je pense très sincèrement que pour une fois qu'on trouve un combat permettant de sauver le monde tout en ne foutant rien, je pense qu'on doit tous devenir extrêmement paresseux, arrêter avec cette espèce de course, de frénésie, et même arrêtons de faire culpabiliser les chômeurs. C'est très très bien de ne pas travailler, de s'occuper des gens qu'on aime. On est beaucoup plus parfois utile. Si on pouvait créer ce fameux revenu universel pour permettre aux gens de lire, de voyager, de s'ennuyer agréablement, de cultiver leur jardin. C'est ce qui arrivera dans quelques années après la prolifération des robots et de l'intelligence. Oui, quand les robots arriveront, donc de toute façon, préparons-nous tout de suite, parce que c'est ce qui va se passer. Flegme, moi, ça n'engage que moi après, c'est mon... C'est ce qui va se passer, bien sûr. Frédéric, en ce moment, Joe Starr déclame des textes magnifiques par les plus grands qui ont été dits à l'Assemblée nationale. J'aimerais vous faire lire un de mes textes préférés de Joe Starr. C'est extrait de Laisse pas traîner ton fils. C'est pour moi son plus beau texte. C'est quand même très difficile parce que vous me demandez de faire son boulot devant lui en moins bien. Je vous demande pas de le rappeler, je vous demande de le lire. Juste... Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, bordel? Putain, c'est en me disant j'ai jamais demandé à t'avoir, c'est avec ces formules trop saoulées. Enfin, faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux. J'ai vu ce qu'un gamin de 14 ans, avec le décalage de l'âge, peut entrevoir. C'était comme un mirage, plus d'interdit, juste avoir les dents assez longues pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Chose qui, avec mon père, était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines, surtout celles qui vous tapent, comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranchait les liens familiaux chaque jour un peu plus. J'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à l'Argus, donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires de glisse. Désolé si je m'immisce. Je commence à le... Si tu veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Laisse pas traîner ton fils, si tu veux pas qu'il glisse. Franchement, t'as fait ça comme un vieil écrou. T'aurais pu faire ça... Non, mais voilà, faut prendre son temps. Comment on le sort trop ce vite texte Comment on le sort Non, mais déjà, comment on le kick, tu veux dire comment à l'époque, j'avais des grills, donc j'étais en me disant, tu vois, avec du caramel, quoi. Ouais. Du flow, du flegme, enfin voilà, quoi. Tu l'actes.
Frédéric Becbédé, vous êtes pour la déconnexion totale. Vous avez lancé un mouvement pour se déconnecter. Moi, je ne le crois pas du réseaux. tout, hein, attention. Je n'ai aucune confiance en cette personne. Et je pense que dans le cas de Béatrice Dalle, si elle n'était pas sur les réseaux sociaux, elle n'aurait pas à subir la haine et la bêtise de tous ces connards. Donc oui, il suffit d'éteindre ces trucs-là. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Sylvain Tesson, que j'aime beaucoup, qui dit « éteignez tout et le monde s'allume ». Il a tout résumé en une phrase que je trouve brillante. Vous pointez aussi le danger démocratique. Aujourd'hui, la plupart des contenus politiques sont recommandés par des algorithmes. C'est des algorithmes qui régissent à des achats d'espace, parce que les réseaux sociaux gagnent de l'argent grâce à ça. Bien sûr, c'est leur seule source de revenus, c'est la publicité ciblée sur nos vulnérabilités, espionnée sur notre vie privée. Mais c'est même pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est l'affaire Cambridge Analytica, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est prouvé que le Brexit et l'élection de Donald Trump ont été provoqués par des hackers payés par cette société qui a donc réussi à influencer des indécis dans des États et dans les lieux les plus fragiles. Donc c'est toujours la même chose. Et on met quand même, à l'inverse, on a quand même... c'est toujours le 50-50 en fait avec les réseaux sociaux, puisque c'est aussi là où on a des mobilisations de contestation qui s'organisent. L'affaire Adama Traoré, elle est arrivée d'abord par Twitter, avant en fait de gagner les médias, qu'on en parle. Elle n'a pas gagné énormément de médias. Nous on en parle beaucoup, mais on est un peu seul. Et on est un peu seul et ça fait 2 ans. Mais donc c'est toujours en fait. Et les printemps arabes aussi. Voilà, c'est toujours 50-50 avec. Après, mais c'est clair que. C'est bien en fait. Pourquoi il n'y a pas de loi? Pourquoi il n'y a pas de loi? C'est pas juste, mais c'est. Prenons un exemple. Là, on est à la télé. Si jamais je dis quelque chose d'homophobe ou de raciste, il y a une loi qui c'est interdit. Donc vous allez avoir des problèmes, moi aussi, avec le CSA et tout ça. Et là, sur Facebook ou autre, il n'y a pas d'antériorité. Tu peux faire n'importe quoi. Et c'est ça qui ne va pas. Merci à vous d'avoir été là, Frédéric Becbédé. La frivolité est une affaire sérieuse aux éditions de l'Observatoire.